D'accord. Il faut nous présenter un peu ce que c'est, parce qu'entre ce qu'on lit dans la presse, les critiques Non, du il a préfet... fait un petit résumé là, Bernard. Là, mais bon. Oui, mais je vais prendre un peu ça. Voilà. D'accord. Bon. Eh bien, bonsoir à tous. Gawon, Deneli, si certains comprennent. Je suis Beroko Irigoyen Michel. Je suis paysan à Gamarthe. C'est une petite commune qui est dans le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il faut parler plus fort. D'accord. Donc, je suis paysan à Gamarthe. Gamarthe, c'est une petite commune du canton de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il fait du bon fromage. Aussi, oui, Voilà. que vous connaissez alors. Bien. Voilà. Donc le fils est installé. Moi, je suis là sur le départ de la ferme, là, parce que j'arrive à la retraite. Je suis à la retraite, là, même depuis peu. Et donc sur l'exploitation continue avec l'installation du fils, mon épouse qui est toujours sur l'exploitation, et puis un jeune également. Voilà. Donc l'activité continue. On fait du lait de vache, on transforme en fromage. On fait des produits frais, des yaourts, fromage frais, fromage blanc, enfin, on fait des veaux, du hachois, des caissettes. Bon, mais je ne suis pas venu parler de mon exploitation, puisque Oui, non, mais c'est entre parenthèses, il y a du bon fromage. voilà, puisque vous en parlez, ça fait partie de ma présentation aussi quelque part. Mais là, je suis venu parler de Escola Agricole Laboranza Gambara, qui est en basque, qui signifie Chambre d'agriculture du Pays basque. Bon, donc on lui a donné simplement une appellation au niveau du Pays basque pour ne pas trop compliquer les choses. Je suis content de venir ici parce que bon, je vous connais, je connais bien la structure, Slow Food. Je sais le souci que vous avez par rapport à la qualité de l'alimentation, tout ce que représente l'alimentation en termes de convivialité, de santé, de gustatif, de plaisir, etc. Et ce qui est bien, justement, c'est de faire le lien avec la production, avec l'agriculture. Et ça, c'est notre fondement au niveau de notre vision de l'agriculture, c'est que le type d'agriculture entraîne ou produit le type d'alimentation. Voilà. L'alimentation, ce n'est pas seulement des produits de base, une matière première qui est arrangée, à qui on donne du goût, et que les techniques permettent d'enseigner, certainement, mais ça commence au départ. Ça commence dans la production et ça commence dans la façon d'être paysan, dans la façon d'élever ses animaux, de la relation avec la terre, etc. C'est le processus qui fait la qualité. C'est le processus de production qui fait la qualité et ce n'est pas le goût qu'on lui a donné, la couleur qu'on lui a donnée, etc. etc. Enfin, ça pour nous, et puis encore moins, c'est la communication. Souvent on dit, on a une image de qualité et parce qu'on a une image de qualité, on serait la qualité. Non. L'image, elle est produite par la réalité. L'image, elle ne vient pas comme ça. Et si on ne cultive que l'image, on se plante et on trompe les autres et on se trompe même soi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et nous, toute la motivation de notre action, alors je vais commencer même avant la création de l'Escola Agricole Laboranza Gambara. L'Escola Agricole Laboranza Gambara vient de fêter le 18 janvier, donc c'est très récent, son 9e anniversaire. Et donc on est tout jeune au niveau de la structure, mais il y a une histoire antérieure qui existe, et puis il y a une histoire à venir, on espère aussi. Voilà. Donc, je vais expliquer un peu cette structure, mais d'où elle vient. Elle vient de la volonté au niveau du Pays basque, au niveau d'un certain nombre de paysans, de militants, de gens impliqués sur le territoire, de paysans qui avons déjà créé beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas faire de l'autosatisfaction, de l'autopromotion, mais le Pays basque, malgré tout, est
reconnu comme étant un territoire qui a sa personnalité, qui est dynamique, qui produit des choses, certes avec beaucoup d'éléments qui sont peut-être moins positifs, mais globalement, moi je connais un petit peu, par mes responsabilités antérieures, j'ai été dans pas mal d'autres départements et régions, on regarde le Pays Basque avec jalousie souvent, ou avec envie, parce qu'on voit de la dynamique, on voit des constructions, des gens qui s'organisent, etc. Et donc ça fait un moment qu'autour de la mouvance syndicale paysanne, la ELB, Eskolehiko Laborari Batasuna, qui est la confédération paysanne, si vous voulez, du Pays Basque, qui est la branche locale de la confédération paysanne, la structure vient de créer également 30 ans, donc je suis en train de raconter une histoire de 30 ans là, mais la finalité, et c'est dans le sous-titre du syndicat, pour une agriculture paysanne. Une agriculture paysanne, c'est une autre façon de parler d'agriculture durable, mais nous, on a choisi le terme d'agriculture paysanne pour marquer davantage la dimension humaine, la dimension paysanne, quelque part, parce que l'agriculture durable peut être simplement comprise comme un ensemble de techniques de production, voilà. Mais la dimension paysanne est très importante parce que c'est quand même un élément qualitatif de cette dimension humaine, de relations humaines, de paysans nombreux sur un territoire, qui fait que le type d'agriculture qui est pratiqué par des paysans nombreux est différent du type d'agriculture que l'on trouve dans des territoires où il y a peu de paysans. Donc ça, il y a des fondamentaux là qui sont évidents. Et donc, on est un syndicat, enfin, on a été historiquement un syndicat. Donc un syndicat, par définition, vous savez ce que c'est la défense d'un certain nombre d'intérêts de ses adhérents, etc. Mais pour nous, c'était au-delà de ça, c'était la défense d'une vision de l'agriculture. Et on pense, on a toujours pensé, et on continue à penser, qu'il faut qu'on pratique et qu'on développe et qu'on donne envie à un maximum de paysans de pratiquer une agriculture qui soit en même temps, qui arrive en même temps à donner satisfaction aux paysans. Il faut que, économiquement, enfin, etc., il faut qu'il trouve sa rémunération, mais son plaisir, donc du respect. Il faut qu'il soit dans sa ferme, il faut qu'il ait une certaine autonomie, etc. Il ne faut pas que le paysan soit le sous-traitant de l'agroalimentaire, comme de plus en plus on a tendance à devenir. Donc il y a cet aspect de respect des paysans, mais il y a la dimension respect de la terre, de la nature, parce que la terre, c'est le support de notre production, c'est un outil vivant, c'est le support vivant qui doit garder sa capacité de production et de reproduction. Il faut que les générations qui vont venir après continuent à pouvoir produire à partir de cette terre. Donc ce n'est pas un support inerte où on met des techniques de production et puis ça pousse. C'est du vivant et donc avec un ensemble d'atouts, de contraintes, etc. qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut respecter, etc. Pour nous, c'est fondamental. Et la finalité, évidemment, c'est la production alimentaire pour les consommateurs. C'est notre mission noble, quelque part. Et donc, on a une responsabilité par rapport aux consommateurs. On n'est pas là à fournir des quantités pour des estomacs. On est là pour produire de la qualité, de la traçabilité, de la transparence et des valeurs. Et voilà, à partir de ce que l'on produit. Donc, c'est une agriculture qui doit combiner ces trois éléments-là. Le respect du producteur, le respect de la terre et le respect du consommateur. Voilà. Et donc c'est ça qui nous a animés, avant même de créer Eskolehiko Laborantzak Ganbara, à mettre en œuvre. On a été, les initiateurs, à partir de nos réflexions, d'un certain nombre de démarches qui se traduisent toujours par une organisation collective. On pense que le collectif, c'est une force et que
et que les réflexions collectives et les productions collectives, réfléchies collectivement et pour le collectif, sont toujours plus riches que des stratégies individuelles. Ça n'empêche pas qu'il y ait des stratégies individuelles, etc., qui peuvent être tout à fait nobles, etc., mais toutes les démarches collectives sont toujours plus fortes parce qu'il y a plus de création, il y a plus d'intelligence collective quand on est en groupe. Et donc, a été créé. voilà. Et donc, j'allais donner quelques exemples. Historiquement, ici, dans les démarches que l'on connaît, la première création vraiment importante, ça a été l'appellation d'origine Osso-Iraty en fromage de brebis. Donc, et ça date de plus de 30, ça date de 35 ans au moins, voire peut-être plus. Donc, une appellation d'origine avec au début peut-être un peu d'éléments dedans dans le cahier de charges, mais des cahiers de charges qui se sont renforcés, et en particulier ces dernières années, où le cahier de charges s'est beaucoup plus renforcé sur la façon de produire, sur la limitation de l'intensification de la production, de l'industrialisation de la production, le lien avec l'utilisation de l'espace, le lien avec le pâturage, la place de l'herbe dans l'alimentation, etc. Donc, le cahier de charges, c'est bien consolidé, toujours pour faire un produit de qualité, et avec toujours la démarche qu'on se donne certainement des contraintes par rapport à une libre production en termes de quantité ou de système de production. On s'interdit un certain nombre de choses, mais pour faire plus de qualité, plus de transparence avec le consommateur, et pour pouvoir montrer ce que l'on fait. Et pas seulement dire ce que l'on fait, mais montrer ce que l'on fait. Alors ça, c'est une filière, c'est le lait de brebis qui correspond en gros à l'activité de la moitié des exploitations en Pays Basque. Toute la zone de montagne et les zones pré-montagne, là qu'on appelle Piémont, le lait de brebis, l'élevage est bien présent. C'est aussi à partir de ce mouvement-là, qui plus tard va créer donc Escuela Agrícola Laborança Gambara, mais c'est ce mouvement-là et les militants, c'est quelque part notre façon de voir les choses et d'organiser les choses qui a amené la création de Idoki, qu'un certain nombre d'entre vous connaissez, mais Idoki, c'est la production fermière. Donc, c'est donc limité à une catégorie, enfin, à ceux qui sont dans cette démarche. Et ça ne veut pas dire que la qualité et les cahiers de charges, etc., tout ce qui est important, ne peut être fait qu'en circuit court. Ce n'est pas ce que on pense que le circuit court, c'est un élément important qui va se développer, qui se développe et qui va probablement se développer, mais il n'y a pas que le circuit court comme modèle de commercialisation. Tout le monde en vente directe en permanence. Donc il faut aussi imaginer d'autres circuits, mais qui vont être plus localisés, plus relocalisés, et dont la démarche sera d'essayer de se sortir de ces grands circuits commerciaux où on ne compte plus les milliers de kilomètres que font les produits entre le lieu de production et l'assiette. Bon, voilà. Et donc, plus il y a de distance, et plus il y a d'opacité, plus il y a d'irresponsabilité, et plus il y a de problèmes potentiels. L'actualité nous montre quand même de temps en temps ce que ça produit. Voilà, donc Idoki en basque, c'est un terme qui est utilisé dans un jeu de cartes, le mouche, et Idoki, ça veut dire montrer les cartes. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire être prêt à ouvrir notre ferme. On est prêt à montrer ce que l'on fait et comment on fait. Parce que j'ai utilisé deux termes tout à l'heure, la traçabilité c'est important, évidemment, il faut pouvoir savoir d'où viennent les produits que l'on consomme, etc. Mais la traçabilité, la finalité de la traçabilité, je pense quand même que c'est pour retrouver d'où vient le problème s'il y a problème. C'est un élément d'information aussi, c'est important de savoir d'où vient ce que l'on consomme,
Mais la transparence, c'est autre chose. C'est de voir comment c'est produit et de pouvoir le voir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, Idoki fait partie aussi de ce que l'on a mis en œuvre. L'appellation d'origine du piment d'Espelette, c'est aussi la même mouvance, disons, le même mouvement, le même collectif qui a aussi produit ça. La démarche Port Basque actuellement qui va bientôt, peut-être cette année, arriver à avoir son appellation d'origine, c'est pareil, c'est cette histoire-là, ce courant paysan qui marque beaucoup ce territoire et qui a la volonté de faire de ce territoire un territoire de valeur ajoutée forte, de création de valeur ajoutée forte autour de la qualité et des cahiers de charges rigoureux. On aurait pu faire le choix, et il y a eu un débat à l'époque très important, il y a 30 ans, il y a 40 ans, dans le monde agricole. Alors le monde agricole, il est organisé, et là je viendrai avec cet élément à la création de Escola Agricola Laboranza Gambara, mais le monde agricole, ici, est organisé au niveau départemental, puisque le cadre administratif dans lequel fonctionne le Pays Basque, c'est le cadre départemental, et donc le cadre administratif agricole, c'est départemental, mais également le cadre professionnel, les chambres d'agriculture, c'est départemental, et les orientations, les grandes orientations se font au niveau départemental. Bon. Et donc ça a toujours posé un problème par rapport à nous en tout cas. Alors, il y a d'autres options, il y a d'autres points de vue, et on respecte les différents points de vue, sauf que nous, ce qu'on a pensé, c'est que ce cadre départemental n'était pas adapté en tout cas à ce territoire, et qu'il y avait trop de diversité d'agriculture, trop de diversité de conception d'agriculture, et que dans le débat départemental, quand on arrivait à ce débat-là, quand on arrivait avec des propositions, elles n'étaient pas retenues parce que dans le département, nos positions étaient minoritaires. Le territoire ici, il est minoritaire sur le département. Et donc, voilà. Et il y a eu un débat quand même très important, je me rappelle, au moment de la création de l'Osso Irati, etc., en brebis, mais de façon quasi permanente, il y a ce débat. Quel type d'agriculture on veut dans ce département? Mais pour ce qui nous concerne ici au Pays Basque, c'est ça qui nous intéresse. On ne va pas aller imposer aux Béarn le type d'agriculture qu'ils doivent avoir. C'est chacun est maître sur son territoire, ou doit être. Mais est-ce qu'on veut une agriculture qui est positionnée sur le volume, sur les marchés extérieurs? Est-ce qu'on veut avoir des stratégies d'exportation, etc.? Est-ce qu'on est sur cette stratégie-là, ou est-ce qu'on est plutôt sur une stratégie de qualité, de valeur ajoutée et de création d'emplois, etc. Donc sur un type d'agriculture avec plus de fermes, qui seront évidemment plus petites, puisque quand on a sur un territoire des fermes nombreuses, c'est qu'elles sont plus petites que quand il y a peu de fermes. On n'a pas trouvé encore la solution d'avoir des fermes nombreuses et grandes. Ou c'est des grosses fermes, il n'y en a pas beaucoup, ou il y a beaucoup de fermes, il y a des paysans nombreux, et là les fermes sont plus petites, elles sont petites en moyenne. Voilà. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'au Pays Basque, il y a aussi le fameux Lurmeri, oui, qui pourtant est basque, oui, et qui a fait une politique tout à fait opposée. Voilà, donc quand un coopératif, de certaine façon, et qui a tourné vers la financiarisation du système. Oui, mais tout à l'heure, quand je disais que ce débat de quel type d'agriculture, on l'a même au Pays Basque, et c'est vrai que, voilà, tu le dis, l'Ourberie, c'est une grosse coopérative qui a grossi d'ailleurs ici, sur le territoire, et qui a, à notre avis, et malheureusement l'histoire, l'actualité l'a montré, qui a échappé à ceux qui l'ont créé, à l'esprit de ceux qui l'ont créé, et qui est dans sa propre sphère. Enfin, peut-être maintenant, elle va revenir un peu sur ses pattes, mais
qui est parti dans des logiques de concentration, d'agrandissement, d'acquisition de filiales, etc. Et puis sur les marchés mondiaux, acheter, vendre, et dans la logique des produits le plus bas. Alors après, quand il y a un scandale qui arrive, il ne faut pas être étonné parce que quand on joue là-dedans, il ne faut pas être naïf, et je pense que personne n'est naïf, et en particulier ceux qui gèrent la coopérative Lourberie, on ne va pas les accuser de naïveté. Et donc, on sait que le circuit de la viande, c'est quand même un circuit pour le moins opaque. Quand on est sur des circuits internationaux avec des sous-traitants et des traders, etc., où la logique c'est de trouver la viande la moins chère, etc., bon, mais après arrive le scandale. Et arrive le scandale quand on le connaît. Quand on ne le connaît pas, il n'y a pas de scandale. Mais enfin, le scandale, c'est quand on le connaît. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça que je disais. C'est-à-dire, soit on est dans une logique plus territoriale, on produit d'abord pour les besoins du territoire, à partir du sol de ce territoire-là, avec des cahiers de charges, des systèmes de production que l'on discute collectivement et que l'on valide et même que l'on verrouille quelque part dans des cahiers de charges avec des contrôles externes, etc. Là, on a plus de chances d'être sur de la confiance, sur de la qualité, sur de la valeur ajoutée. Et les autres stratégies sont beaucoup plus risquées. On peut prendre aussi, on a pris l'exemple de Lourberie, on pourrait prendre aussi l'exemple de l'agriculture bretonne. Alors on pourra en parler tout à l'heure, le mouvement qui n'est pas encore terminé, mais la Bretagne, nous on nous a accusés longtemps, et il y a longtemps, mais on nous a accusés fortement de ne pas suivre l'exemple breton. On pouvait comparer les deux régions, pas par la taille, mais la Bretagne c'était aussi une région avant, de petite exploitation, etc. Et donc, et nous pareil. Et on a fait des choix différents. Eux, ils ont fait le choix de l'industrialisation de façon délibérée, forte et assumée, et revendiquée. Et donc, produire de plus en plus à l'hectare, de plus en plus au mètre carré, s'agrandir absolument, etc. Pour des marchés qui étaient au-delà de la Bretagne, évidemment, puisqu'ils produisaient peut-être 20 fois ce que la Bretagne consomme. Alors on produit à coût de subvention, à des prix bas, puisque des systèmes industriels avec beaucoup de subventions arrivent à faire des prix bas. C'est exporté au niveau marché mondial avec des subventions. Mais ce système, il tient un moment, mais il ne peut pas tenir éternellement. Par définition, ils ne sont pas durables. Ils ne sont durables que si ils sont en permanence sous perfusion, s'il y a toujours la perfusion de la collectivité. Mais voilà. Et donc nous, on est sur une autre stratégie. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte, on peut, et même on nous dit, parce que moi j'ai été dans les Côtes d'Armor il n'y a pas longtemps, justement par rapport au débat sur le type d'agriculture, on nous dit maintenant le retard qu'on pensait que vous aviez un temps, vous êtes en avance. Et donc la question c'est de voir, éventuellement s'il y a une volonté, comment on peut réorienter le Titanic breton, comment on peut réorienter pour que, au lieu de produire du poulet bas de gamme, bon marché pour le Moyen-Orient ou pour d'autres régions à coût de subventions qui vont se terminer, est-ce que la Bretagne ne pourrait pas produire peut-être un peu moins de poulet mais de meilleure qualité, parce que la France, elle importe 40% des poulets qu'elle consomme, des poulets de meilleure qualité que ceux qu'elle exporte. Donc il y a des possibilités de réorienter la chose. Au lieu de faire du bas de gamme, bon marché, avec tous les problèmes environnementaux qui sont posés, mais plutôt que de se repositionner sur le marché intérieur. Mais ça, c'est des choix politiques de fond. Et le débat politique, il est là. Bon. Nous, donc, il faut que j'avance. Il faut se rappeler que quand ils ont créé Loki, ils ont créé des cahiers des charges. On n'en parlait nulle part ailleurs. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'était les premiers en France qui se sont auto-administrés des contrôles que personne, même pas dans l'industrie, on n'en parlait pas encore. Non, et puis ensuite, c'est en plus, j'allais dire, c'est des cahiers de charges qui régissent, enfin qui définissent les façons de produire, mais également les tailles d'ateliers, etc.
Le nombre de bêtes à l'hectare. Ouais, et les tailles d'atelier, tout ça. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de façon volontariste. C'est une démarche qui, comme je disais tout à l'heure, qui consiste à dire et à penser, et on pense que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Eh bien, le produit que l'on fait, c'est un ensemble, c'est-à-dire c'est un ensemble d'atouts et de contraintes. Et donc, il faut les contraintes qu'on se donne, on sait pourquoi on se les donne, parce qu'on sait que c'est ça qui va permettre de faire un produit de meilleure qualité et qui va permettre de pouvoir justement montrer nos portes aux consommateurs pour créer cette confiance et cette traçabilité. Voilà. Excusez-moi, dans le cahier des charges, il y a aussi, qui était pris en compte il y a 20 ans, le système de distribution et la formation des agriculteurs eux-mêmes. Et la formation. Si on veut que ça fonctionne, il vaut mieux que les gens comprennent. Oui. Il y a un ensemble l'ensemble des volets, c'est-à-dire il y a dans tout ça, il y a une ligne d'horizon, parce qu'il faut savoir, quand on crée quelque chose, on crée dans une perspective donnée. Et on a une finalité, un type d'agriculture, il faut la définir. Donc il y a une part un peu théorique ou un peu la boussole. Il y a une boussole, vers où on veut aller. Bon. Et puis après, il y a un ensemble d'éléments qui sont plus techniques, économiques, etc., parce que ça passe par ça. C'est-à-dire, dans nos fermes, on est sur des systèmes de production, sur des pratiques, des façons de produire, etc. Donc il faut de la technique, il faut de l'économie. On ne vit pas dans le virtuel. Voilà. Donc il y a un cap, et puis il y a la réalité sur l'exploitation, et puis cette réalité, pour l'assumer, il y a de la formation, etc. Et il y a de la réflexion, c'est-à-dire il y a de la formation aux techniques d'agriculture paysanne, d'agriculture durable, etc. Mais il y a de la discussion, de la réflexion collective. C'est-à-dire il y a en permanence la volonté d'améliorer. Bon, alors, on fait comme on peut, tous. Mais il y a ça fait partie. L'agriculture paysanne, on le dit, l'agriculture paysanne, c'est une démarche. Ce n'est pas seulement un acquis, à un moment donné, voilà, je produis, c'est mécanique, je produis bien, et puis je reproduis ça dans le temps, sans rien toucher. Non, c'est une démarche. On essaie d'améliorer, on essaie de... parce que ce que l'on fait, c'est toujours un compromis entre ce que l'on souhaite, ce que l'on peut, les contraintes extérieures, etc. On vit toujours dans des compromis. Mais ces compromis, on essaye de les assumer, de les remettre sur la table, de les rediscuter et d'essayer d'avancer. Voilà, ça c'est une exigence qu'on s'est donnée. Bon, alors, ça c'est le décor général au Pays Basque, celui qu'on essaye d'activer et qui, on peut le dire, fonctionne pas trop mal. En tout cas, ceux qui sont dans ceux qui adhèrent à ce genre de démarche, à ce type d'agriculture dans leur ferme, pratiquent une agriculture, j'allais dire, plus attractive, y compris pour les jeunes, parce que c'est une agriculture qui donne, quelque part, une satisfaction aux paysans. C'est-à-dire, le fait, c'est quand même... il faut vraiment être conscient que quand on développe un type d'agriculture qui génère le conflit avec la société, ce type d'agriculture n'est pas attractif pour les jeunes. Les jeunes, le fait d'être paysan, ce n'est pas qu'un métier. C'est un métier, d'abord, évidemment, mais c'est aussi une façon de vivre. C'est le plus souvent encore dans nos types d'agriculture, en élevage, etc., on vit là où on travaille ou pas loin, etc. Donc il y a un mélange de vie privée, de vie professionnelle, enfin bon, c'est comme ça. Ça, là aussi, c'est une face, enfin, c'est une médaille à deux faces. Mais quand même, on se rend compte que quand on essaye de développer une agriculture que les gens reconnaissent comme étant une agriculture de qualité, ça donne une satisfaction. On sent que ce que l'on produit, eh bien, il a un retour en termes de reconnaissance. Il y a de la reconnaissance, il y a de la satisfaction, et quelque part, il y a du respect. Et donc, ce type d'agriculture qui a une image
plus positive, qui a une image de confiance avec les consommateurs, etc., et qui a une pratique qui correspond à l'image. Parce que quand pour vendre les produits agricoles, on fait de l'image. La publicité, c'est de l'image. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que l'agriculture industrielle et intensive, pour vendre ses produits, elle ne va pas utiliser sa propre image. Elle va utiliser l'image de l'agriculture qu'elle est en train de faire disparaître pour vendre ses produits. Là, dans l'agriculture industrielle, vous allez voir toujours des vaches au pré. Dans les pots de yaourt ou le litre de lait ou les prospectus, vous voyez toujours des vaches au pré. Et 80% des vaches qui font du lait, pour ne pas dire plus, ne sont jamais au pré. Il y a un problème quand même. Il y a un problème. Donc ça, c'est quand même très important. Et donc, ce type d'agriculture, nous, on constate, chez nous aussi, que il y a plus de jeunes qui ont envie d'être paysans parce qu'ils sont dans des démarches, souvent collectives, des démarches qui sont fiers de montrer, des démarches qu'ils savent en accord entre l'image et la réalité, etc. Et des pratiques agricoles qui sont potentiellement, parce que tout est toujours possible, mais enfin, a priori, qui sont moins risqués par rapport à des problèmes qu'il peut y avoir. Alors que l'agriculture qui pose un problème, qui est en conflit avec la société, par ses pratiques, par les problèmes qu'elle pose, elle n'est pas attractive. Et ça, ce n'est pas du discours, ça c'est ce que l'on voit sur le terrain. Partout où l'agriculture industrielle intensive se développe, les fermes se concentrent, s'agrandissent, parce qu'il n'y a pas de jeunes, ou il y a peu de jeunes qui veulent s'installer dans les fermes. Ils n'ont pas envie, parce que c'est trop cher, les capitaux sont énormes, etc. Et puis il y a de moins en moins d'autonomie parce que on est des sous-traitants sur la ferme, etc. C'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit. La réalité enseigne ça. Voilà. Et en plus, ça a une certaine logique. Bon, donc, ça c'est le décor général. Et c'est dans ce décor général qu'un jour, il y a 9 ans, a été créée École Agricole Laborança Gambara, donc en basque, la Chambre d'agriculture du Pays basque. Alors, vous imaginez bien qu'une chambre d'agriculture qui est un établissement public, il n'y a que l'État qui peut créer un établissement public. On aurait pu avoir une chambre d'agriculture du Pays basque, il fallait au moins un décret du Premier ministre. Les études juridiques avaient démontré ça, parce que certains disaient qu'il faut une loi. On n'était pas obligé. La loi, c'est toujours plus verrouillé, mais un décret aurait pu régler. Mais en tout cas, c'est la puissance publique qui peut créer une chambre d'agriculture. Donc nous, on n'a pas les moyens de la puissance publique. Nous, on est des individus avec beaucoup d'idées, de volontés, etc., et beaucoup de projets, mais on ne peut faire qu'une association. Et donc on a fait une association en 1901, mais à qui on a donné le nom en basque de Chambre d'agriculture du Pays basque. Alors pourquoi en basque? Parce que, alors il faut que j'explique en 2 secondes, qu'avant de créer cette association, on a revendiqué pendant 10 ans, il y a eu tout un mouvement pour revendiquer une Chambre d'agriculture au Pays basque. Parce que les chambres d'agriculture, c'est des outils très importants. C'est des outils très importants pour plusieurs raisons. D'abord, la gestion, l'équipe qui gère, les professionnels qui gèrent les chambres d'agriculture sont élus par les paysans au suffrage universel. Donc il y a la force de l'élection. Ils ont la capacité de lever l'impôt, c'est-à-dire chaque paysan paye des impôts fonciers, une partie de l'impôt foncier va pour les chambres d'agriculture. Donc, suffrage universel, capacité de lever l'impôt, et c'est l'organe consultatif des pouvoirs publics pour les politiques agricoles, etc. Et donc, nous, on fait partie des gens qui considérons que les chambres d'agriculture, c'est très important. Et en plus, la fonction des chambres d'agriculture, c'est de mettre en œuvre un développement au niveau agricole
la formation, les techniques, l'expérimentation, enfin, etc. L'accompagnement technique, etc. Et normalement, les chambres d'agriculture sont censées mettre en place un type de développement agricole qui est au-dessus des intérêts des uns et des intérêts catégoriels. C'est l'intérêt général qui doit guider, dans l'absolu. Nous, on a été, il faut le dire, parce que toutes les créations, tout ce qui se fait, c'est souvent aussi en réponse à des situations de conflit, etc. La vie est faite de création, de conflits, de ruptures, etc. Et donc, nous, on ne se retrouvait pas dans les orientations qui étaient beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, une stratégie de développement des volumes, etc. La carte de visite de la Chambre d'agriculture pour le département, c'est premier producteur en maïs, premier producteur, je ne sais pas en quoi. La carte de visite, c'est combien on produit. Jamais combien il y a de producteurs. Ce n'est pas un problème, ça. Combien on produit. Et il y a problème, le jour où la production baisse, on se dit, ça pose problème. Mais quand les producteurs baissent et quand il y a moins de paysans, ça pose jamais problème. Et donc, nous, avec ça, on n'était pas d'accord. Et nous, on se dit, dans ce territoire, au niveau du Pays Basque, il y a une dynamique importante. Et j'en ai parlé beaucoup, d'IDOKI, les AOC, enfin, etc. Toutes les démarches collectives, enfin, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé non plus. On est dans cette stratégie de création de valeur ajoutée, de la valorisation de ce territoire, de la montagne, qui a priori est un handicap, on en a fait un atout. Et donc, nous on s'est dit, on ne peut pas être dans une logique de marché, de volume, de circuits de plus en plus longs, etc. Nous, il faut qu'on soit sur une stratégie territoriale. Il nous faut une chambre d'agriculture, elle a été refusée, et donc, on s'est dit, nous, on va la créer. Et donc, on l'a créée, mais on l'a créée, une association, on l'a appelée Chambre d'agriculture du Pays Basque en basque, parce que, pour des raisons évidemment juridiques, on ne peut pas appeler Chambre d'agriculture, on ne peut pas s'auto-définir Chambre d'agriculture. Voilà, donc on a fait une association, ça nous a quand même coûté assez cher au niveau de nos relations avec l'État, parce qu'on a été, enfin moi en tant que président et la structure, on a été attaqué au pénal pour avoir créé une structure qui créait la confusion avec un établissement public, c'est-à-dire l'établissement public étant la Chambre d'agriculture. Donc il a fallu se défendre au pénal, on a gagné à Bayonne, l'État a fait appel, on a gagné un appel, on nous a interdit tous les financements publics. Chaque fois, il a fallu aller au tribunal. On a gagné tous les procès, mais enfin, il y a eu une dizaine de procédures au tribunal. Bon, c'est comme ça, mais on est là. On est là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Scuola Agricola Laboranza Gambara? Je vais quand même terminer là parce que c'est peut-être un peu trop long. Je ne sais plus combien de temps je dispose, mais donc ça fait 9 ans. Scuola Agricola Laboranza Gambara, la structure, aujourd'hui, c'est une structure qui a 15 salariés. Pour une association, c'est quand même pas mal. Parce que nous, on n'a pas l'impôt foncier qui nous finance. Et nous, on doit se financer l'ensemble. On a un budget de 700 000 € et il faut qu'on se gagne tous les euros. Donc, d'où vient l'argent? On peut se poser la question, d'où vient l'argent? En gros, on a un quart du budget, c'est des personnes privées, des donateurs qui veulent nous accompagner. Et vous êtes bienvenus si vous voulez. J'ai des documents là. Mais voilà, il y a à peu près 1 millier de personnes, 1000 à 1200 personnes, selon les années, qui donnent ce qu'ils veulent. Et donc là aussi, il y a eu un procès avec l'État, parce que quand les gens donnent de l'argent à une association, on envoie un reçu fiscal pour la déductibilité fiscale. L'administration fiscale nous a dit, oui, ça c'est un droit, mais sauf pour vous. Vous n'avez pas droit à la déductibilité fiscale. Donc, il a fallu qu'on mette l'administration fiscale au tribunal administratif. On a gagné en référé, on a gagné sur le fond. L'administration fiscale a fait appel, on a gagné. L'administration fiscale est partie en cassation, on a gagné en cassation. Enfin voilà, et chaque fois ça a été ça. Bon. Ça fait combien de temps ça? Et ça, c'était il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans. Sur 4 ans, c'est ça? Oui.
Et là, maintenant, il n'y a plus de problème. Et maintenant, on est... voilà. Et chaque fois, ça a été voilà, la bataille. Hein? Ça coûte cher. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est... Maintenant, enfin, on a toujours donné on a toujours fait des reçus fiscaux aux gens qui nous aidaient. Eux, ils les déduisaient dans leur déclaration. Pendant qu'on était en procès, ça continuait parce qu'on avait gagné en référé. Donc on avait fait la procédure d'urgence, on avait gagné en référé. Donc en attendant sur le fond, ils avaient le droit. Donc finalement, les gens ont toujours pu bénéficier de la déductibilité fiscale, même quand on était en bagarre avec l'État. Voilà. Et donc, on a en gros un quart du budget qui vient des dons, des personnes physiques, essentiellement quelques personnes morales aussi. Et puis, le reste, à part quelques activités de vente de produits, de fêtes qu'on organise comme l'anniversaire, etc., qui doit faire entre 5 et 10%, l'essentiel, c'est des prestations, c'est-à-dire le travail que l'on fait. Alors, on a des financements du conseil régional et du conseil général ou des agences de bassin, parce qu'on dépose des dossiers par rapport à des travaux que l'on veut mener. Et s'ils considèrent que le travail est intéressant et utile, ils nous financent. Il faut qu'on ait de l'autofinancement, mais ils nous financent en partie. Et il faut qu'on fasse le travail. Ce n'est pas une subvention à la structure, c'est une subvention au travail que l'on réalise. Sur dossier présenté, validé et puis contrôlé. Et puis après, il y a pas mal d'appels à projets qui sont des marchés qui sont proposés par soit des communautés de communes, soit par des agences, etc., sur des problématiques de l'eau, sur des problématiques de biodiversité, etc. Et donc on se positionne sur ces marchés-là et on a la chance pour l'instant de remporter pas mal de marchés. Donc après le boulot il faut le faire, etc. Mais il faut toujours se battre pour avoir... voilà. Donc on est là. Alors actuellement on a au niveau de notre... et pour terminer, puis après je préfère passer à la discussion, au niveau de notre association de Laboranza Gambara, on a 4 grands pôles d'activité. Il y a un pôle, alors ce n'est pas par importance, mais tous les pôles sont importants, mais il y a un pôle, c'est la transmission et l'installation des jeunes agriculteurs, la transmission des exploitations, l'installation des jeunes agriculteurs. Donc aujourd'hui, en gros, à peu près la moitié des jeunes qui s'installent en Pays Basque passent par notre association. Donc ils nous font appel, et donc on les accompagne, on réfléchit avec le jeune pour faire le projet d'installation du jeune sur l'exploitation, le projet technique, le projet économique. Quelquefois, il y a un certain nombre d'éléments juridiques, parce que c'est des créations de sociétés, etc. Voilà, donc, mais toujours sur une logique d'agriculture paysanne. On a une grille d'analyse des fermes en fonction de l'analyse de l'agriculture paysanne, où on étudie la durabilité technique, économique, la vivabilité, la viabilité. Enfin, il y a énormément de critères et indicateurs qui sont étudiés. On a un logiciel pour ça et on passe l'exploitation où le jeune va s'installer un petit peu au scanner et pour adapter le projet dans le sens de cette agriculture. On essaye, nous, le jeune est libre et nous, on ne va jamais dire aux jeunes ne fais pas ce que tu fais, mais on va essayer, dans notre accompagnement, de lui donner la perspective de cette agriculture paysanne dont je parlais tout à l'heure. Et on préfère accompagner des jeunes sur cette démarche de création de valeur ajoutée et de qualité, plutôt que sur des démarches industrielles, intensives, etc. Voilà. Donc, transmission, installation. Dans cette problématique, transmission-installation, il y a un élément relativement nouveau qui prend de l'importance et qui est assez compliqué, mais en même temps c'est un défi, c'est l'installation de jeunes qui ne sont pas fils ou filles de paysans. Parce que historiquement, traditionnellement, on est paysan de père en fils ou de père en fille, ou souvent de père en fils, mais ça c'était... Voilà. Et puis après, bon, il y a le poids culturel, quelque part, les valeurs culturelles plus que le poids. Il y a les références culturelles, l'importance, le lien à la terre, l'attachement à la maison,
etc. Et longtemps, le fait de continuer de génération en génération l'exploitation de la ferme était l'élément important, et même un devoir même. En tout cas, une finalité des parents qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'installe. Pas forcément l'aîné comme en un temps, mais il fallait que quelqu'un s'installe. Et quand un jeune ne s'installait pas sur l'exploitation, c'était un petit peu un échec des parents. Ils n'avaient pas réussi à transmettre l'intérêt du métier, c'est ce bien que représente l'exploitation, mais au sens pas capitalistique, au sens patrimoine. Ce bien, il risque de se dilapider, de disparaître s'il n'y a pas quelqu'un. Bon. Mais le problème, c'est même pas un problème, la réalité, c'est que le métier de paysan, il ne peut pas non plus perdurer uniquement avec les enfants des paysans qui s'installent. Les autres métiers, ils continuent bien à exister. Les enfants d'institut ne sont pas forcément des enfants, et il y a toujours des instituts. Bon. Donc, et dans les autres métiers, pareil. Donc, pourquoi l'agriculture serait condamnée à sa propre ressource pour continuer à exister? Et donc, voilà. Et ça, il a fallu un petit peu dédramatiser ça, et il vaut mieux avoir des jeunes qui s'installent par choix que par devoir. Et donc, et puis, ce n'est pas un échec de ne pas avoir un enfant qui s'installe, mais peut-être que l'important, c'est qu'il y ait un jeune qui s'installe, même si ce n'est pas son enfant. Et donc, là, il y a tout un travail important qui est fait pour que les fermes, qu'il y ait une succession au niveau de la famille ou qu'il n'y ait pas de succession au niveau de la famille, on puisse installer des jeunes. Et alors, quand il y a des jeunes extérieurs au monde paysan qui viennent dans l'agriculture, certes, il y a la formation, tous les jeunes ont fait la formation, ils ont les diplômes officiels, sauf qu'il leur manque beaucoup de choses quand même pour s'installer. Parce que quand on est fils ou fille de paysan sur la ferme, on apprend beaucoup de choses par immersion, parce qu'on voit ça de façon inconsciente, on apprend. Quand on n'a pas ce vécu, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a un accompagnement particulier à faire. Il y a le fait aussi de faire accepter aux voisins, et que même pour les voisins, c'est mieux qu'il y ait un jeune qui s'installe plutôt que chaque voisin ait quelques hectares en plus. À partir d'un certain moment, il vaut mieux avoir des voisins que des hectares. Parce que quand on n'a que des hectares et pas de voisins, mais après, à un moment donné, on n'a pas envie de s'installer. On n'a pas envie de s'installer. Bon, voilà. Et donc, tout ça, c'est des messages, c'est du technique, mais pas que du technique. Il y a beaucoup d'autres dimensions qu'on essaye de mettre en œuvre. C'est pas simple, mais ça se développe. Transmission, installation. Deuxième pôle, c'est la valeur ajoutée. Donc, je ne vais pas revenir à développer tout ce que j'ai dit, mais c'est continuer. On accompagne, par exemple, là, aujourd'hui, le groupe de paysans qui réfléchit sur Itsasou et autour d'Itsasou à une démarche autour de la cerise d'Itsasou, Chapata. Et donc, ils ont l'idée, mais ça va être long comme démarche, mais peut-être d'essayer d'avoir une appellation d'origine. Après, ils partent avec cette ambition, peut-être qu'ils vont s'arrêter avec un label rouge ou je ne sais pas. Mais c'est des processus qui durent 10 ans, quoi, ça, pratiquement. Bon. Donc, on accompagne ce groupe. Ça, c'est de la valeur ajoutée. Voilà. On est en train de créer un groupe. On a accompagné un groupe de paysans qui fait de l'huile végétale pure, à partir du tournesol, du colza aussi un peu, mais surtout du tournesol. Les graines de tournesol qu'on presse. Quand on presse les graines, il y a d'un côté de l'huile qui sort. C'est ce que vous voyez dans les bouteilles. Première pression à froid, c'est ça. On presse, il y a l'huile. Et puis après, le reste, c'est ce qu'on appelle des tourteaux. C'est riche en protéines, c'est utilisé en élevage et ça remplace le soja qu'on a besoin d'importer moins du Brésil, qui est en plus transgénique, etc., qui pose des problèmes de CO2 parce que c'est à des milliers de kilomètres, etc. Donc, relocalisation, production de protéines locales, etc. Après, cette huile, elle est utilisée essentiellement, à 100% comme carburant. Là, on a une démarche avec la commune de Saint-Pé, avec le syndicat qui ramasse
bicigarbiales qui ramassent les ordures, etc., donc pour alimenter les camions, 2 bateaux de pêche qui sont dans des démarches de qualité, etc. Mais le fait d'utiliser l'huile en carburant nous pose aussi un certain nombre de débats. Certes, on est dans une logique d'agriculture, encore une fois, pour le tournesol, qualitative, avec des rotations, enfin, etc. On n'est pas dans des systèmes industriels, mais comme je disais tout à l'heure, l'important c'est la démarche, il faut toujours progresser. Se pose la question, est-ce que la meilleure utilisation de la terre, est-ce que c'est de la production d'énergie ou de la production alimentaire? Quand même, aujourd'hui, par rapport aux enjeux planétaires de nourrir le monde, etc., si l'huile qu'on produit va comme carburant et que l'huile qu'on consomme vient d'autres pays où il a fallu peut-être déforester pour faire des plantations, pour faire de l'huile, on se pose toutes ces questions-là. L'agriculture est au cœur de tout ça. Et si on oublie et si on écarte tout ça, eh bien, on n'est pas à la hauteur des enjeux, en tout cas à notre avis. Voilà. Et donc, on est là aujourd'hui en train d'accompagner le groupe de producteurs pour la mise en place d'une huile alimentaire, huile végétale pure alimentaire. Et donc, probablement en 2014, il y aura des choses qui vont démarrer. Bon, ça, ce sont juste des exemples quand je parle création de valeur ajoutée. On accompagne également, et on est très présent dans les démarches Erico Ogia, je ne sais pas si vous en avez entendu, du pain local avec la farine locale, donc production de blé au niveau local. C'est une culture qui existait avant, qu'on a oubliée, parce que la PAC, elle a encouragé la production de maïs au détriment des céréales. On avait plus de primes à l'hectare pour faire du maïs que pour faire du blé. Donc les gens, ils ont arrêté de faire du blé pour faire du maïs. Bon, sauf qu'aujourd'hui, si les boulangers, des minotiers sont venus nous voir, on aimerait faire du pain local avec de la farine locale, etc. Sauf qu'il n'y avait plus de producteurs de blé. Donc il a fallu réapprendre à faire le blé, du blé panifiable, enfin, etc. Et toujours dans des logiques de rotation et pas dans des logiques de monoculture, etc. On est toujours dans cette logique d'agriculture paysanne. Erico Aragia, c'est pareil, la viande, on accompagne également une démarche de viande bovine pour l'instant, née, élevée, engraissée, abattue au Pays Basque. Parce qu'on a fait une étude et on s'est rendu compte avec l'étude sur la viande que 80% de la viande qu'on consommait était exportée et que 80% de la viande 80% de ce que l'on produisait était exporté et 80% de ce que l'on consommait venait de l'extérieur. Mais ça, c'est l'étude qui nous a démontré. Il se trouve que c'est les mêmes chiffres, 80-80. On s'est dit, peut-être, on pourrait relocaliser, commencer à relocaliser. Donc ça veut dire réadapter les outils économiques aussi. Parce qu'on a des outils économiques qui sont organisés pour exporter. Donc s'il faut relocaliser, il faut réadapter les outils économiques, il faut réapprendre aux éleveurs à engraisser, etc., etc. Donc c'est pas en claquant des doigts. Et donc on se donne un objectif, mais après il y a de la formation, il y a beaucoup de débats. Là aussi, il y a la question des cahiers de charges qui va se poser. Pour l'instant, on a avancé sur un certain nombre de choses. Il faut que les animaux soient de race à viande et une alimentation sans OGM. Ça, c'est les premiers repères qu'on a définis. Après, on va définir d'autres repères, etc. Donc voilà, c'est des constructions longues. On est dans ces démarches. Ça, c'est la valeur ajoutée. Après, il y a les systèmes de production. Et donc, je vais essayer d'avancer vite. Les systèmes de production, c'est comment on produit. Et donc, là, c'est essayer d'avoir des productions, des façons de produire qui soient économes en énergie, économes en eau, qui sont sur des rotations, enfin, etc., etc. Bon, qui maintiennent la fertilité du sol. Le jour de notre anniversaire, on a beaucoup parlé de techniques agronomiques qui retiennent le sol et qui évitent l'érosion, parce qu'avec l'érosion, la terre se retrouve dans l'eau, pose des problèmes de qualité d'eau, enfin, etc., etc. Et puis avec l'érosion, il n'y a pas que la terre, il y a des produits, il y a de l'azote, enfin, il y a de tout. Et la dernière démarche, le dernier pôle, c'est tout ce qui est environnement et territoire. Et là, on s'occupe sur tout ce qui est, par exemple, la montagne. Quelle utilisation de la montagne? On a fait un diagnostic montagne en CISE. On s'occupe des dossiers Natura 2000.
Natura 2000, donc essayer de reconquérir des espaces qui sont en voie d'abroussaillement ou qui sont embroussaillés, les reconquérir par l'élevage, essayer d'avoir des pratiques dans les zones Natura 2000, des pratiques qui concilient la biodiversité et l'activité économique, etc. Bon, voilà, les 4 pôles, et on continue là-dessus. Et je crois que j'ai été trop long et je m'arrête. Merci. Nous, on est... Alors, ce que je n'ai pas dit, on n'a pas d'adhérents. Enfin, c'est une association qui a 24 membres, 25 membres, je ne sais plus, où il y a des collèges. Il y a le collège des exploitants, le collège des salariés de l'agriculture, le collège des consommateurs, le collège des associations de défense. Il y a 7 collèges comme ça. Et dans chaque collège, le collège le plus important, où il y a 11 membres, c'est le collège exploitant. Et là, c'est ELB qui désigne 11 membres, le syndicat ELB. On a proposé à la FDSEA de désigner des représentants, elle n'a pas voulu. Après, il y a les syndicats de salariés qui désignent leurs représentants. Il peut y en avoir 4. Après, il y a les consommateurs. Actuellement, il y a l'UFC, Interamap et une association de consommateurs bio, BioGinsa, je crois, qui font partie du collège. Il y a le collège environnemental, en fait, des associations de l'environnement. Donc là, il y a CAD, il y a Itchach Guédois, c'est une association de pêcheurs en pêche durable. Et puis BICI, qui fait partie également. Bon, voilà. Donc chaque collège a un nombre de voix limité et l'association c'est ça. Donc c'est 25 ou 26 membres. Mais les actions qu'on propose, elles sont proposées à tous les paysans du Pays Basque qui veulent bien travailler avec nous. Donc il n'y a pas d'adhérents, mais il y a un impact qui touche c'est des centaines de paysans sur chacune des actions chaque année. J'ai ici, si vous voulez, si ça vous intéresse, je ne suis pas venu vendre de la camelote, mais si il y a un 4 pages ici, il y a un 4 pages qui donne en photo un peu quelques exemples d'actions que l'on a menées en 2013. Donc si ça vous intéresse, vous prenez. Voilà. Et puis après, il y a un petit dépliant qui explique ce qu'est Scuola Agricola Boranza Gambara et puis s'il y a des gens qui veulent soutenir. Et puis voilà. Mais je n'ai aucune obligation de... en tout cas, c'est à prendre. Il n'y a pas... Vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de... c'est pas en vente, c'est à donner. À prendre. Merci beaucoup. Attendez, profitons. Donc, là, on va prendre l'apéro à 20 secondes et on mangera au premier ou au deuxième. Alors, la prochaine réunion, ce sera le 18 février. Et je ferai le tour de table tout à l'heure. Ça va commencer, on vous a parlé des sentinelles à plusieurs occasions, et on est sur un projet de restaurateurs qui vont vouloir accepter une sorte de cahier des charges, de charte, qui commencent à s'engager à ne servir que des produits du Pays Basque. Et donc, normalement, le 18 février, on commencera dans cette dynamique-là, et donc on vous en parlera le 18 février précisément. Voilà. C'est à Bayonne. Voilà. Tout à l'heure.